Bonsoir à tous. Et je crois qu'on est actuellement combien on est 25 en ligne sur le Zoom. En tout cas, merci d'être présent pour ce Momforce très spécial pour la simple et unique raison que vous connaissez, hein. Nous sommes actuellement un peu partout dans le monde confrontés à une crise sanitaire exceptionnelle et cela induit malheureusement aussi d'autres crises, notamment tout ce qu'on peut connaître avec les corollaires de la présence en ligne. Euh, ça n'induit pas ça de ce fait directement, mais peut-être que ça l'accentue et ça pourrait avoir en fait d'autres revers encore plus dangereux. Donc, c'est la problématique surtout de la diffusion de fausses informations qu'on appelle généralement fake news. Et pour ce Momforce spécial, nous avons invité deux personnes qui sont très bien connues dans notre écosystème du numérique, Mathias Ongbo, président d'Igbanet, et Franck Kouyami, l'ancien président du Forum pour la gouvernance de l'Internet au Bénin. Donc, avec nos deux speakers, nous allons évoquer comment identifier les fake news pour ne pas être un relais. Parce que ce qui est dangereux aussi avec les fake news, c'est le fait qu'on soit désormais des relais, des fois même sans le savoir. Les fake news, on ne va pas les arrêter, ça va continuer d'exister, mais ce qu'on peut faire, c'est de ne pas être des relais de fausses informations qui ont des impacts suffisamment préjudiciables dans notre communauté ou environnement. Donc, avec Franck Ouyami, nous allons aborder les concepts généraux sur les fake news. Et ensuite, avec Mathias Ngbo, les différents outils de vérification. Et aussi, on aura droit à une démo sur comment vérifier les fake news en ligne. Et ensuite, on fera un peu un open mic pour échanger, faire des retours d'expérience et répondre aux différentes questions. Donc, si ça vous va, je propose qu'on commence par Franck. Donc, Franck, c'est à toi, tu peux partager ton écran et tu as le micro. Merci à tous, merci infiniment Ramanou. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran là. Oui, on voit ton écran. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis, comme cela a été dit, Franck Ouyami. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été entre 2017 et 2019 le président du bureau de l'association du FGI Bénin, Forum sur la gouvernance de l'Internet. Et je suis un membre actif, je l'espère, de la communauté d'Internet au Bénin. Et donc, je remercie Internet Society Bénin pour cette initiative qui est d'actualité dans ce, dans cette période un peu sombre pour l'ensemble de la race humaine où nous faisons face à une pandémie mondiale. Mais cette pandémie mondiale est doublée encore d'une autre menace, une menace qui est informationnelle, elle, cette fois-ci, et qui menace en fait la qualité et les opinions des personnes, surtout celles qui sont exposées à Internet et aux réseaux sociaux. Donc, il m'a été demandé de vous faire une présentation en une demi-heure sur les fake news et j'ai intitulé cette présentation les fake news, tout simplement le guide de survie de l'internaute en 2020, plus précisément entre mars et la fin de la période de confinement. Donc, voilà. Il n'y a pas de plan spécifique. On va commencer par parler de ce que c'est qu'une fausse nouvelle et de la différence entre les fausses nouvelles et les fake news. Et également, dans une seconde partie, on va s'intéresser à voir quelles sont les différentes attitudes qui peuvent nous s'empêcher de devenir des relais ou des victimes des fausses nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'une fake news? C'est la meilleure définition que j'ai pu trouver jusqu'à l'heure actuelle est celle de Wikipédia, mais il y a beaucoup de définitions la définition est très disputée aujourd'hui et reste encore disputée. Mais la fake news, en fait, c'est toute information mensongère délivrée dans le but de manipuler ou de tromper un auditoire. Donc, cela est fait en recourant à des titres accrocheurs ou à des images vidéo frappantes fabriquées dans le but d'augmenter le nombre de lecteurs et de partage en ligne. Donc, deux objectifs d'une fake news, c'est déjà de manipuler ou de tromper la cible et ensuite de susciter de la génération de trafic.
de générer du trafic, soit en nombre de vues, soit en partage. Donc, de générer de l'interaction avec la cible. Donc, ça, c'est la caractéristique générale de la fake news. Et cette caractéristique est à mettre en opposition aux caractéristiques de la fausse nouvelle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc, quelles sont les caractéristiques des fake news? La première caractéristique principale est la préméditation, c'est-à-dire que l'auteur sait parfaitement que l'information qui s'apprête à rendre publique, à partager est fausse, mais il décide tout de même de la diffuser. Donc, il y a en droit, on parle de l'intention manifeste, c'est-à-dire qu'il y a une intention manifeste de nuire en mettant en ligne, en rendant cette information disponible. Donc, c'est la préméditation, c'est la première des choses, la caractéristique de la fausse nouvelle. La deuxième caractéristique, c'est l'intention manifeste de nuire. Donc, cette information a été conçue pour semer la confusion dans le public et modifier leur façon de penser, ébranler leurs croyances ou leur confiance dans une institution, dans un tiers. Donc, l'objectif est de manipuler l'opinion, de ramener l'opinion ou de l'orienter dans un sens qui aura été déterminé préalablement par le concepteur de cette fausse nouvelle. Ensuite, il y a un appel à la psychologie pour susciter une diffusion à grande échelle de cette information. Donc, on fait appel à la viralité, au partage, à la diffusion massive, notamment en utilisant les réseaux sociaux, en jouant sur le caractère émotif, sur la présentation émotive de l'information. C'est-à-dire qu'on va vous présenter quelque chose qui va susciter votre intérêt, vous faire réagir sur un plan émotif. Donc, c'est plus le cœur qui parle que la raison. Donc, on va essayer de court-circuiter les circuits normaux de décision et on va s'adresser directement à la partie de nous qui est sensible, à notre sensibilité profonde pour nous amener à avoir une réaction, une action qui est celle que souhaite l'auteur de la fausse nouvelle. Donc, il y a plusieurs catégories de fake news. Il y a les fake news de type désinformation. Donc, l'information est totalement fausse, fabriquée intentionnellement pour manipuler ou déstabiliser. Il y a les fake news de propagande qui sont issues souvent d'une autorité qui vise à endoctriner, à imposer une fausse vérité. Il faut penser à certaines dictatures autour de ce monde, principalement la dictature sud-coréenne, mais toutes les grandes dictatures également font appel à des fausses nouvelles, histoire d'endoctriner et d'endormir les opinions publiques. Il y a les fake news complotistes, dont l'objectif, en fait, est soi-disant de révéler des vérités cachées. Donc, c'est des organismes qui se disent de contre-pouvoir, qui se disent d'éveil de conscience, qui se disent qui veulent du bien officiellement et qui veulent vous révéler des choses que les autorités, que les officiels, que les gouvernements, que les grandes compagnies, des secrets qu'ils voudraient garder cachés et ces secrets, une fois révélés, feraient un grand bien à l'humanité qui vous amène, qui vous demande de partager pour le bien de tout le monde et pour lutter contre ces organisations-là. Donc, c'est toutes les théories du complot reptilien, ainsi de suite, du complot Illuminati se retrouvent dans cette catégorie. Et il y a les fake news accidentelles, souvent issus de sites satiriques ou issus, par exemple, de blagues entre amis, mais qui prennent des allures simplement de fake news, simplement parce que les lecteurs les prennent au sérieux, très au sérieux, et les partagent en se disant que c'est une information sérieuse, et ça devient des fake news parfois malgré les dénégations des auteurs qui finissent par dire, mais c'est une blague, on voulait juste faire marrer des potes. Et c'est devenu des fake news. C'est le cas, par exemple, au Cameroun, où ces deux jeunes ont envoyé des messages sous forme de blagues à certains de leurs amis qui les ont relayés. Et les autorités ont pris ça très au sérieux et sont venus les arrêter en disant qu'ils diffusaient des fausses nouvelles. Donc, on va voir quelques exemples en lien avec le contexte actuel. Donc, ce sont des exemples que j'ai pu collecter entre mars et avril 2020 liés au COVID-19. Alors, vous voyez sur cet écran deux captures. La première, elle vient de Facebook. Et donc, vous voyez, on dit qu'un pasteur nigérien qui était allé en Chine pour lutter contre le coronavirus s'est retrouvé confiné, enfin malade, hospitalisé. Alors, c'est une fausse nouvelle qui a été entièrement fabriquée. Cette image est une image d'un patient dans un autre hôpital, c'est même pas un hôpital chinois, donc d'un patient en cours de dialyse qui a été sorti de son contexte, qui a été mis sous ce titre et qui a été publié parce qu'il y aurait une nouvelle comme quoi un pasteur nigérien aurait dit que les fake news
que le coronavirus ne résisterait pas à la prière et donc serait allé en Chine pour lutter contre, pour prêcher, pour délivrer les gens de cette maladie d'origine démoniaque. Dans le coin inférieur droit, vous avez un autre exemple de changement de contexte. On annonce sur un groupe WhatsApp que le docteur Didier Raoult vient d'arriver en Afrique, précisément au Sénégal, après avoir été expulsé de la France depuis 7 heures pour avoir dévoilé les mauvais secrets sur le vaccin en cours de fabrication. Donc, merci de partager 10 groupes, dans 10 groupes pour dire bienvenue au docteur Hérault. Bien. Donc, il s'agit d'une photo, d'un photomontage. Donc, ce médecin, ce docteur français n'a jamais été expulsé de son pays. La France n'expulse pas ses propres ressortissants. Deuxièmement, il n'est jamais allé au Sénégal. Il a reçu une délégation composée d'officiels qui étaient venus le voir dans le cadre d'une autre activité. Donc, cette photo a été entièrement sortie de son contexte. On lui a mis une autre en tête, une autre explication. Et surtout, vous l'avez remarqué, il y a un appel au partage, c'est-à-dire qu'on demande de partager dans 10 groupes pour souhaiter la bienvenue au docteur qui est un héros. Il y a un exemple de fausse recommandation. Je pense que tout le monde a dû recevoir celle-là dans un des nombreux cours WhatsApp sur lesquels il se trouve, où c'est un message de l'UNICEF qui présente le coronavirus, qui dit que c'est un virus de grande taille, qui n'est pas transmissible par l'air, qui tombe sur une surface métallique qui survivra 12 heures, ainsi de suite, et qui ensuite donne quelques recommandations et donc dit, par exemple, principalement que si le virus est exposé à une température entre 26 et 27 degrés, il sera tué car il ne vit pas dans les régions chaudes, ce qui est tout à fait faux. C'est vrai que si vous l'exposez à une température de 200 degrés, rien ne survit, même le porteur du virus. Mais les recherches ont démontré que ce virus-là était très tolérant aux températures tropicales et qui se sentait très, très bien dans cette température-là et que les délais de survivance de ce virus sur les différentes surfaces n'étaient pas thermodépendants. Donc, ce message aurait été forgé par l'UNICEF. Alors, donc, premier acte de prudence, l'UNICEF, dans le système des Nations Unies, n'est pas en charge des questions sanitaires, c'est l'OMS. Deuxièmement, ce message, si vous le lisez de bout en bout, vous verrez qu'il est truffé de fautes. Et donc, l'UNICEF a les moyens de se payer de bons relecteurs. Troisième chose qui peut interpeller le lecteur, c'est que il y a certaines erreurs de contexte. Par exemple, on vous dit si le virus vit sur les mains pendant 10 minutes, le virus vit uniquement sur les mains pendant 10 minutes. Donc, il faut mettre un stérilisateur d'alcool dans la poche pour répondre à l'objectif de la prévention. Alors, en quoi avoir un stérilisateur d'alcool dans la poche suffit simplement à répondre à l'objectif de prévention? Non, il faut avoir le stérilisateur dans la poche, mais encore, il faut s'en servir pour que ça puisse avoir un effet. La présence du stérilisateur dans la poche ne garantit absolument pas qu'on est protégé du virus. Ensuite, il y a des exemples de plans cachés et de mensonges. Hein. Vous voyez, il y a deux captures d'écran. Je précise que ces captures d'écran sont des captures que j'ai faites de groupes dans lesquels je suis. Donc, il ne s'agit pas de captures trouvées sur Internet. Vous avez encore ici un message d'un certain Damien Zinsou Degbe qui dit qu'il y aurait un plan caché derrière le Covid-19. Et qu'il ne faut pas croire tout ce que les médias disent, que les médias sont contre nous, qu'il faut que l'Afrique se réveille et qu'on veut voler les richesses du sous-sol africain au profit des grandes puissances impérialistes. Donc, tout ça, c'est la théorie du complot. L'article est beaucoup plus long. J'ai choisi juste de montrer l'entête pour vous montrer vraiment que l'accroche, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus à votre parti, au raisonnement de l'individu qui, lui, on fait vraiment appel à sa sensibilité d'Africain, de ressortissant d'un continent qui a toujours été exploité pour obtenir de lui une adhésion et surtout un partage. La deuxième capture, c'est simplement aussi un appel à de la diffusion, mais surtout une tentative de faire adhérer les lecteurs à une théorie du complot et de mensonge. Là, on utilise une figure publique qui est devenue célèbre, celle du docteur Didier Raoult.
pour dire que en fait, le vaccin qui serait en cours de développement, d'accord, et dont on propose la réalisation de tests, pour lequel on propose la réalisation de tests en Afrique, et bien que ce vaccin est dangereux et que il contient du poison et qu'il est fait pour intoxiquer l'ensemble des Africains et qu'il faut surtout que les gouvernants africains refusent ce vaccin. Alors, sans remettre en cause le bien fondé ou non de la question de fond qui peut avoir à la lecture des différentes interventions qu'on a pu voir au sujet de ce vaccin, le docteur Raoult ne s'est jamais prononcé publiquement sur ce vaccin. Il n'a jamais donné de consigne et une simple recherche aurait permis, alors là, je n'ai pas mis la personne ni l'article qui est en haut là, qui est censé démontrer que c'est le docteur Raoult qui aurait tenu ces propos, mais en fait, le docteur Raoult n'a pas l'habitude de communiquer sur Facebook. Il a d'autres médias de communication. Il écrit dans des journaux scientifiques. Il s'exprime dans la presse française. Et donc, il ne communique pas sur Facebook. Et en plus, il n'a jamais tenu ses propos. Et donc, il s'agit là d'une tentative manifeste de détourner l'attention des lecteurs et de les amener à adhérer à une cause complotiste. Et donc, très rapidement, alors, je voulais dire quelque chose ici très rapidement sur la différence entre les fake news et les fausses nouvelles. Les fake news sont caractérisées par l'intention manifeste de nuire. L'intention manifeste, la connaissance manifeste de la fausseté de l'information et la décision consciente de diffuser cette information pour nuire, pour tromper l'opinion. Une fausse nouvelle, normalement, dans la fausse nouvelle, il n'y a pas cette intention manifeste, cette connaissance manifeste. Par contre, le législateur, pour ceux qui sont au Bénin et dans la majorité des pays africains, les législateurs ont estimé que si vous recevez une information, vous aviez la responsabilité de vous assurer de la véracité avant de la relayer. Et que si vous si vous relayez une information sans l'avoir vérifiée et que ça serait fausse, vous vous retrouveriez complice de diffusion de fake news et que cette fausse nouvelle qui vous est parvenue devenait alors, après cet acte de relais, une fake news dont la diffusion est punissable par la loi. Et c'est pour ça que, par exemple, au Bénin, dans le cas du code du numérique, le forgeage de fausses nouvelles, celui qui a forgé la fausse nouvelle, l'auteur de la fausse nouvelle, de la fake news, est aussi coupable que celui qui relaie la fausse nouvelle. Alors, il s'agit bien sûr d'un petit... pour ma part, et ça c'est mon opinion personnelle, je tiens à le préciser, il s'agit pour moi d'un petit point de discussion qu'on pourrait avoir dans le cas du code du numérique, où parfois les gens relaient des nouvelles de bonne foi, mais la loi ne prend pas en compte le fait que les gens relaient cette information de bonne foi. On y reviendra. Donc, dans ce cadre-là, comment faire pour ne pas être victime de fausses nouvelles, de fake news ou relayer des fake news? Il faut adopter l'attitude du doute raisonnable. Elle consiste en 3 points principalement. Le premier point, c'est l'analyse raisonnable de l'information. Il s'agit premièrement de déterminer l'origine de l'information. Est-ce que l'auteur est identifiable? Est-ce qu'il est cité ou non? Est-ce que son style d'expression est identique au style qu'il a l'habitude d'employer ou non? Est-ce qu'il ne se retrouve pas en dehors de ses habitudes d'expression normales? Est-ce que c'est un sujet qu'il aborde habituellement ou non? Est-ce que le canal de diffusion par lequel le média vous parvient, est le média habituel qu'emploie l'auteur de l'information? Dans le cas du professeur Raoult, on voit bien, après une petite recherche, par exemple, qu'il n'a absolument pas l'habitude de publier sur Facebook, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer sur WhatsApp, qui préfère utiliser les revues scientifiques, les journaux français de préférence et les journaux à communauté de lecture. Et donc, on peut déjà être interpellé par ce fait-là qui nous invite à la prudence. Ensuite, il y a la présentation de l'information. Il faut distinguer les faits des interprétations et des raisonnements. Les faits, c'est il s'est passé ceci. L'interprétation, c'est ceci voudrait dire que.
Et à partir du moment où vous avez des interprétations, des raisonnements qui sont formulés par l'auteur de l'information, il faut faire attention, il faut distinguer les faits des interprétations et des raisonnements qui peuvent être insérés pour leur donner un sens particulier. Ensuite, il faut faire attention à la présence de fautes grossières. La plupart des auteurs font attention à quand même respecter les règles de la langue dans laquelle ils s'expriment. Et donc, la présence de fautes grossières, d'erreurs, de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, par exemple, peut attirer l'attention sur le fait que ce message a peut-être été rédigé à la va-vite, ou peut-être n'a pas été relu, ou peut-être n'a pas été rédigé par la personne qui prétend en être l'auteur, tout simplement, ou à laquelle on veut faire porter la responsabilité. Ensuite, il faut s'interroger sur les motivations. Pourquoi l'information est partagée? S'agit-il d'autopromotion, de propagande, de prosélytisme politique, religieux, social? Est-ce que derrière, il n'y a pas une tentative de vous faire adhérer à un point de vue particulier, surtout quand l'information est présentée avec une forte charge émotionnelle? Deuxième attitude, il faut croiser les sources. Alors, croiser les sources, comment cela se fait? Il suffit juste d'aller regarder, s'intéresser aux médias de diffusion. Qui vous envoie l'information? Est-ce que l'auteur lui-même ou est-ce un relais? Dans le cas d'un relais, eh bien, il faut essayer de remonter à la source. Pourquoi l'information vous est envoyée? Est-ce que cette information vous intéresse particulièrement ou non? Il faut rechercher d'autres sources. Il faut aller voir d'autres médias, d'autres groupes qui parlent du même sujet, mais différemment, avec une autre formulation, un autre point de vue. Il faut éviter toutes les sources qui relaient exactement la même information sans aucune modification. Ça veut dire simplement qu'il s'agit de copier-coller ou de simple partage, auquel cas, ce nouveau groupe ne vous apporte rien de mieux, aucune nouvelle information par rapport à cette nouvelle qui vous est parvenue. Donc, il faut les écarter simplement. Ensuite, il faut user et abuser des moteurs de recherche pour se renseigner, aller sur Google, Yahoo, même sur le moteur de recherche de Facebook ou de Twitter pour voir un peu ce qui se dit par rapport à ça et surtout les commentaires qui peuvent être portés sur ce message. Ensuite, il faut se méfier des appels au partage. Faites tourner, diffusez à tous vos contacts. Les médias n'en parlent pas, ils vous mentent, doivent vous inviter d'office à la prudence parce que il y a des vérités des choses qu'on essaie de vous faire passer pour des vérités et via, via cet essai-là, on peut supposer qu'il y a une tentative de manipulation et donc vous devez, à partir de ce moment où il y a ce genre de mots, ce genre d'expression qui truffent le message qui vous parvient, à partir de ce moment où vous voyez ce genre de message, ce genre d'expression fait tourner, diffuser à tous vos contacts, les médias n'en parlent pas, ils vous mentent, vous devez, à partir de ce moment, redoubler de prudence dans la lecture et dans l'acceptation de cette nouvelle-là. Ensuite, ben, je pense que Mathias y reviendra plus en détail, donc je ne vais pas trop traîner dessus. Il faut décrypter les images et les vidéos. Donc ça, je pense que Mathias y reviendra de plus dessus. Ensuite, et ça c'est le plus important, il faut déconstruire la chaîne de partage. Comment? Il faut signaler ses doutes. Il ne faut pas hésiter à poser la question à celui qui vous envoie le message, à demander des informations complémentaires. Il faut poser des questions. Et il ne faut pas avoir honte de passer pour un ignorant. Être ignorant n'a jamais mené quelqu'un en prison. Par contre, diffuser une fausse nouvelle, relayer une fake news peut vous amener en prison. Il faut éviter l'émotivité. Il faut se méfier de toutes les informations qui font plus appel à votre cœur qu'à votre raison. Ensuite, il faut se méfier de la quantité. C'est-à-dire qu'une information qui a été beaucoup partagée, beaucoup relayée sur différents médias, ainsi de suite, n'est pas forcément une information qui est vraie. Le fait qu'il y ait 10 000 partages, qu'il y ait 260 stars qui aient relayé cette information ne signifie pas que cette information est vraie. Il y a eu des cas célèbres et il y a eu des rétropédalages après, mais même les journalistes ne sont pas exempts de faire des erreurs et eux, ils ont une tribune pour s'excuser et donner un droit de réponse, ce que la plupart des internautes et des citoyens n'ont pas. Donc, comment repérer les fake news? Un petit récapitulatif, il faut identifier la source, il faut aller au-delà du titre. Donc, les titres peuvent être racoleurs pour obtenir des clics,
il faut lire l'article entier, il faut identifier l'auteur, il faut consulter d'autres ressources, il faut vérifier la date, il faut distinguer tout ce qui est du domaine de la parodie, tout ce qui est du domaine de l'humour, tout ce qui est du domaine de la dérision, de tout ce qui est une information sérieuse. Il y a certains sites comme le Gorafi et ainsi de suite, des sites de satire qui sont spécialisés dans la fabrication de ce type d'informations. Donc, il faut les identifier clairement comme étant des sites satiriques, des sites parodiques, des sites d'humour, et donc ne pas prendre au sérieux ce qu'ils disent. Il faut faire évoluer nos préjugés, donc nos propres opinions peuvent affecter notre jugement. Donc, il faut vraiment analyser de façon rationnelle, détacher les informations qui nous parviennent. Et enfin, il faut, alors je n'aime pas trop cette partie, mais bon, parce que la société actuelle se méfie de l'expertise, mais il faut quand même de temps en temps prendre la peine d'aller voir ce que les experts, les sources officielles disent sur l'information, ce que ceux qui travaillent sur l'information en disent, ce que les gouvernements eux-mêmes en disent, ce que les institutions internationales en disent, avant de vous forger une opinion réelle sur l'information et la relayer. Et dernière chose, il faut prendre le temps. Relayer une information n'est pas une priorité, n'est pas une urgence. Tant que l'information reste sur votre téléphone, elle ne met pas en cause votre sécurité et votre liberté. Mais à partir du moment où on la relaie, eh bien, ça peut devenir un acte pénal qui peut vous amener devant la justice, qui peut vous amener à répondre de cet acte-là de partage. Donc, et pour en terminer, j'aime bien cette citation. Puisqu'il est si difficile de distinguer faux et vrais prophètes, alors je nous invite à nous méfier de tous les prophètes par défaut. Et ensuite, uniquement à croire les prophètes après avoir vérifié ce qu'ils essaient de nous faire croire. Je vous remercie. Merci Franck. Très intéressante présentation et avec beaucoup d'informations. Je crois que ça va nourrir les prochains échanges. Je ne sais pas quelle sera la formule la plus adaptée. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ou on attend la présentation de Mathias et puis on fait un petit groupe groupé? Euh, pour moi, ce serait mieux d'attendre la présentation de Mathias parce que celle de Ouais, Mathias va apporter des éléments compléter complémentaires. Voilà. effectivement. OK. Donc, Mathias, tu es avec nous? Oui, bonjour à Donc, tous. Ça voilà, va, non? Mathias va nous parler des différents outils en ligne qu'on peut utiliser, qui sont pour la plupart du temps ouverts pour pouvoir en fait suivre une information ou chercher à identifier si une information est une fake news ou pas. Mathias, c'est à toi. Merci. Je vais partager la présentation. C'est bon? C'est bon. Oui, on te voit. Ouais. Et moi, je ne me vois plus. OK. Donc, bonsoir à tous et merci de participer à cette rencontre en ligne. Et l'idée essentiellement, c'est d'identifier les fake news et de faire en sorte de ne pas être un relais. Et une petite présentation, je suis Mathias Ungo, administrateur système le jour, développeur la nuit, enseignant occasionnellement, comme j'aime à le dire. Et au menu ce jour, on a, je crois, Franck a déjà abordé certains aspects. La définition de ce que c'est, les fake news, les origines, les mots et pourquoi. Mathias, est-ce que tu Oui, fais avancer tes slides? oui. D'accord. Bon, peut-être que c'est Attends. figé chez moi, Ah, ok, mais désolé. Voilà, d'accord, c'est bon. voilà. OK. Donc, au menu ce jour, on va parler de la définition des origines, des méthodes de propagation et les outils, surtout les outils pour nous permettre de distinguer le vrai du faux. Définition, Franck l'a déjà abordé, hein, essentiellement les fake news ou les fausses nouvelles ou informations fallacieuses constitue une information mensongère délivrée dans un but de manipuler ou de tromper un auditoire. Et effectivement, c'est l'élément clé, c'est de manipuler l'opinion des gens. Donc, il ne faut pas se leurrer,
l'un des vecteurs, disons, qui propagent le plus rapidement les fake news, ce sont les réseaux sociaux. Parce que au niveau de ces médias, de ces nouveaux types de médias, l'information va très vite. Donc, au niveau des origines, Franck l'a également abordé, hein, on distingue souvent des motivations idéologiques, mais aussi mercantiles, parce que quelqu'un veut diffuser une information fausse pour justement vendre un produit. Et souvent même, on le dit, des publicités. On a des publicités mensongères. Donc, dans pratiquement tous les domaines où on communique, on peut être amené à faire passer de fausses informations. Et donc, soit c'est par plaisir, juste, comme souvent les utilisateurs, les end-users, comme on dit, font, soit c'est un motif beaucoup plus profond qui peut être aussi bien politique, économique ou religieux même. Donc, tous les acteurs, que ce soit un individu, une entreprise, une société et même des États, font de la diffusion de fausses informations. Et pourquoi ces informations se diffusent et ont autant d'impact? C'est essentiellement, je ne me focalise pas sur l'auteur de la fake news, hein, parce que, comme j'avais dit dans une de mes interventions, ça va persister, ça va continuer. Il y a des gens qui vont toujours diffuser de fausses informations. Mais pour arrêter cette viralité de ces fake news-là, il faut qu'on arrête d'être paresseux. Il faut vérifier les informations. C'est vrai que le plus souvent, on partage ces informations en toute innocence, parce qu'on a un objectif de... on dit par exemple 5G COVID-19, il faut que je prévienne mes parents, il faut que je prévienne mes amis. C'est beaucoup plus dans ce style que les utilisateurs relaient ces informations-là. Mais ce type d'attitude-là est nuisible et même répréhensible par la loi. Avec le code du numérique qu'on a maintenant, relayer, Franck l'a insisté dessus, relayer de fausses informations, on est juridiquement au même niveau que celui qui a fabriqué la fausse information. Donc, il faut faire très attention à ça. Et comme l'élément clé actuellement, c'est de savoir comment faire pour distinguer le vrai du faux. On a des outils. Il y a quelques outils. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais je me suis focalisé essentiellement sur les outils, disons, francophones. L'un des plus sérieux qui va dans le détail, qui explique, qui donne les sources, c'est Factuel de l'agence France Presse, AFP. Vous aurez le document avec les différentes URL. Il y a également Decodex du Monde, qui est assez pédagogique. Et en plus, eux, ils offrent même des plugins dans le navigateur pour rechercher si l'information est vérifiée ou pas. Plus interactif, on a Check News, le service de Libération. Vous constaterez que c'est essentiellement des sites français, parce que dans le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup. Il y a également des outils un peu plus avancés, plus techniques, Tiny AI, qui permet de faire la recherche d'images inversées. Google l'a introduit aussi dans la recherche d'images qu'il propose, mais Tiny AI est vraiment plus adapté pour retrouver la source d'origine de l'image qui a été postée. Également, au niveau des vidéos, on a Citizen Evidence qui a été lancé par Amnesty, donc qui permet à partir des vidéos qui sont partagées, vérifier la source et s'assurer que c'est véritablement une info qui peut être viable ou ce serait une fausse information. Et en dernier, on a Photo Forensic qui permet de vérifier si une image a été modifiée. Il y a eu des cas, par exemple, d'images où on remplace le visage de quelqu'un par une autre personne et on fait passer l'information comme quoi telle chose s'est produite avec la photo à l'appui.
Donc, on peut utiliser cet outil-là pour rechercher l'image s'il provient d'une source véritable, si elle n'a pas été modifiée. Et si en dehors de tous ces outils qu'on a à disposition, on peut faire nous-mêmes notre propre analyse et vérifier si les informations diffusées sont factuelles. Et c'est ce qu'il faut faire justement avant de partager une information. Donc, la première étape, c'est d'identifier la source qui diffuse l'info. Deuxième chose, il faut analyser la construction de l'information. Par exemple, si c'est un texte en anglais, en français qui provient de l'OMS, Franck l'a souligné tout à l'heure, l'OMS a les capacités d'engager des relecteurs qui peuvent s'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Donc, si vous recevez un message de l'OMS avec des fautes évidentes en français, il y a des questions à se poser. Ensuite, il faut examiner ce qui accompagne l'information, les images, les vidéos, les infographies qui accompagnent. Comme par exemple, il y a une information dans le cadre du Covid-19 qui est passée où on disait les pays africains ne sont pas touchés et il y avait une illustration qui montrait que la partie Afrique était moins exposée que les pays européens, asiatiques ou américains. Mais c'était une fausse information. L'image qui était associée à cette information-là, c'était juste une infographie qui représentait les populations qui sont plus ciblées ou qui sont susceptibles de tomber malades par le palu. Donc, évidemment, en Afrique, il y avait beaucoup de pays africains qui sont sous pandémie paludique, contrairement aux pays européens ou asiatiques et américains. Et enfin, il faut être attentif aux détails sur les photos. J'ai une photo que je voulais partager, mais je ne l'ai pas retrouvée. C'était bien avant l'événement de Covid-19. On parlait de Gaiman qui avait été tabassé au Togo. Mais quand on regardait l'image, on voyait que c'était des policiers qui étaient anglophones. Donc, apparemment, c'était soit le Ghana ou le Nigeria. Donc, ça ne pouvait pas être des Togolais. Donc, ces éléments-là nous permettent d'identifier un peu si l'information qu'on reçoit est véridique ou est une fausse information. Au Bénin, j'ai fait quelques recherches. Pour le moment, le seul site officiel que j'ai trouvé, officiel d'une structure qui existe au Bénin, c'est celui de Itrailat, qui partage des informations dans le cadre du Covid-19 et qui permet de vérifier si ces informations sont vraies ou fausses. Et également, il recense les initiatives qu'il y a autour de la lutte contre le Covid-19. Et si on passait à une phase pratique, je vais juste vous montrer un peu avec l'outil. Comme j'ai indiqué, il y a beaucoup d'outils qui existent. Je vais utiliser l'outil, le moteur de recherche, l'outil de recherche de Google, qui est FactCheck, qui permet de vérifier assez aisément via le moteur si une information est vraie avec les sources disponibles. OK, comment on arrête le partage d'abord de la présentation? Un truc qui s'appelle arrêter. Oui, si je trouve la fenêtre arrêtée. Un peu plus en haut, au top de ton écran. Voilà. Oui, OK. Je vais... Un instant. OK, je vois sur l'écran. Et je fais partage maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc l'outil de Google est assez simple. C'est comme un moteur de recherche. Donc, il faut juste identifier les mots-clés qui sont dans l'information que vous avez reçue. Okay. Et il suffit de rentrer ces thèmes-là dans le moteur. Donc, par exemple, il y a une information qui est passée comme quoi il y aurait une corrélation entre la 5G et le Covid-19. Donc, je vais par exemple faire Covid-19 et 5G.
Donc, je lance la recherche. J'ai 2 articles. Déjà, c'est indiqué même dans la miniature que c'est une fausse information. Mais on peut approfondir en allant lire les informations qui sont résumées ici. Donc, si j'ouvre... Voilà. Donc, c'est un article qui est sur Radio-Canada, qui est un média officiel du Canada, OK, et qui confirme que non, cette vidéo ne prouve pas que le COVID-19 est causé par la 5G. Et en lisant l'article, vous verrez que le médecin, le soi-disant médecin qui avait été à l'origine de cette information, avait déjà été sanctionné pour de fausses informations en 2017, bien avant la pandémie. D'accord. Donc, cet outil est vraiment assez simple et facile d'utilisation. Quelques mots-clés, on fait une recherche, on a les articles, on approfondit. Si c'est confirmé, on peut partager. Si ce n'est pas confirmé, on doit même informer celui qui nous envoie cette information-là que, attention, ce que tu viens de partager, c'est faux. Et si tu continues, tu peux te retrouver sous le coup de la loi. Okay. Donc, si je reviens à mon article, je vais faire une seconde recherche. Il y a eu une information comme quoi des médecins étaient venus au Sénégal pour vacciner des enfants et qu'il y aurait eu déjà 7 enfants décédés. Enfants décédés. OK, donc on a en fait un retour qui est justement un des outils dont j'avais parlé avant, c'est factuel, le AFP. Donc, 7 enfants sont morts au Sénégal après avoir été vaccinés contre le coronavirus. Et si on lit l'article, la connexion n'est pas rapide. Non, et c'est bien indiqué, non, c'est le site factuel, c'est faux. 7 enfants morts au Sénégal après avoir été vaccinés contre le coronavirus. Donc, c'est faux et justement, factuel va détailler, fournir les preuves de tout ce qui a été dit dans la fake news avec des éléments de source pour convaincre et certifier que cette information est fausse. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne avec Fact Check Tools de Google. C'est assez simple. C'est pareil un peu pour tous les autres outils. Et il y a quelques-uns qui sont sous forme de moteurs de recherche qui vous permettent, via quelques mots-clés, de retrouver des références qui prouvent ou qui réfutent l'information que vous avez sous la main. Okay, je vais arrêter le partage et continuer la présentation. Donc, je vais partager la présentation. Donc, on a fait une démo avec l'outil Google Fact Check. Et cette citation qui vient de, je ne sais plus qui, effectivement, on pourrait être un jour, si on continue, et peut-être baisser à ne pas réagir, enfin, à ne pas réfléchir avant de partager une information. Un jour, partager une information de ce style, c'est mieux à dire un jour à un sourd qu'un aveugle le regardait. Sur ce, merci pour votre attention et si vous avez des questions. Et merci Mathias avec
cette dernière citation qui en dit long sur ce à quoi on pourrait s'attendre dans le futur si on ne réagit pas maintenant sur la problématique des fake news qui aujourd'hui sont malheureusement très accélérées avec l'apparition des réseaux sociaux. Même si les fake news ne datent pas d'hier, je crois que les réseaux sociaux ont rendu ça très abordable. C'est un peu comme le style locos de la diffusion d'une information maintenant. Donc, on a les deux présentations qui ont été réalisées. La première sur les concepts généraux. Je vais repartager mon écran. Donc, les concepts généraux qui a été présenté par Franck Kouyami. Et puis les outils de vérification d'une fake news et puis une démonstration que vient de terminer Mathias. Donc, nous avons combien de temps pour... Je crois que nous avons encore 1 heure. Donc, pour échanger, poser des questions sur les deux présentations, surtout apporter des contributions, faire des commentaires, des retours d'expérience. Ici aussi, vous connaissez d'autres outils et même si c'est des outils qu'on peut rapidement présenter, n'hésitez pas à participer à ce open mic. Donc, sur le principe, comment ça va se passer? Lorsque vous souhaiterez intervenir, vous avez deux canaux. Soit vous posez votre question dans le chat, donc on va se permettre de relayer cela au speaker, ou vous levez votre main en cliquant juste sur le petit bouton représentant la main et on va désactiver votre micro pour que vous preniez la parole. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ramano, c'est Michel. Oui, Michel. Essayez de vérifier au niveau du chat. On a l'impression que c'est désactivé. D'accord. On va activer le chat aussi. OK. Donc, Alors, oui. alors, Oui. oui, la main aussi, l'icône de main aussi, je ne vois pas ça. Hein. Oui, on va activer tout ça. Ça a été désactivé justement parce que, comme je disais, les cyberperturbateurs, ils envoyaient un peu de tout dans le chat aussi. Donc, tout ça, ça va être activé dans quelques secondes. Est-ce que pour le chat, c'est OK de votre côté? Vous voyez l'espace de test? Oui, c'est OK de mon côté. D'accord, ça c'est fait. Ben, je crois que Mathias, toi, en tant que cause, peut-être que tu vas voir ça par défaut, mais il faudrait qu'un participant, OK, je vois Agbasangan qui me fait le signe que c'est OK. OK, c'est parfait.
Alors, est-ce que vous avez la petite icône qui permet de lever la main? Je pense que tout est bon, hein. Il y a déjà des mains levées Ah, et le ok. chat aussi. Voilà. Bon, super. Donc, je crois que là, on est dans le bon mode pour faire l'open mic. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main et puis on va donner la parole au fur et à mesure des mains levées ou vous écrivez votre question ou votre commentaire dans le chat de l'application Zoom. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore de main levée. Ah, visiblement, les speakers ont été très clairs et il y a pas de commentaires, de questions, hein. Tout a Il y a été... des questions, hein. D'accord, je vois Christian inscrit. OK, donc Christian et puis Elioumi ensuite. Donc Christian, je vais activer ton micro. À toi, Christian. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Christian. Ok, merci de me passer la parole. Je suis Christian Zé, ISOP Cameroun, mais j'ai décidé de me connecter pour suivre l'évolution. Merci déjà aux deux présentateurs de nous donner l'opportunité de participer également. J'ai apprécié beaucoup l'intervention des deux. C'était très bref et très simple aussi, juste à comprendre. Maintenant, ce que je voulais poser comme question, c'est au niveau local. C'est-à-dire au niveau du Bénin, puisque la présentation, quelques exemples ont été pris au niveau du Bénin. Au niveau local, est-ce qu'il y a des solutions additives pour également détecter ce type d'informations et la formation à notre niveau local? Parce que quand on dit peut-être fake news, à un moment donné, lorsque tu te confonds à la population, tu te rends compte que euh, il y a plein de personnes, des jeunes et même des adultes qui ne savent même pas ce que c'est. Voyez-vous, nous, par exemple, on est né à l'époque où il y avait la lumière. Donc, aujourd'hui, quand il n'y a pas d'électricité, on est gêné parce on est né dans ça. Maintenant, la nouvelle génération, ils sont nés dans ces fake news, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. Ils sont nés dans Facebook, dans Google et tout le reste. Donc, quand il n'y a pas ça, pour eux, la vie n'est pas normale. Et ils ne connaissent même pas, enfin pour certains d'entre eux, ils ne sont pas totalement éduqués dans le contexte des technologies. Pour identifier ce genre de type et facilement passer ce type d'information à leur niveau, qu'est-ce que, enfin, puisque ça joue toujours dans le Donc, contexte en fait, ta question, c'est beaucoup plus savoir si au niveau local, par rapport à notre contexte, oui, notre communauté, est-ce qu'il y a des actions qui sont réalisées pour pouvoir en fait répondre à cette problématique des fake news? exact, merci. D'accord. Mathias, Franck? Oui, Ramano. Oui. Donc, On répond en même temps? ouais, je crois qu'on fait un peu Franck, interactif. Ok, d'accord. Ouais. Merci pour la question. C'est que faire au niveau local? Que faire pour lutter contre les fake news au niveau local avec les moyens dont on dispose? C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes qui sont en conjonction, hein. Les jeunes ont grandi avec Internet, ils sont nés avec Internet, ils ont grandi avec Internet comme première source d'information et c'est peut-être normal qu'aujourd'hui, euh,
Internet et les réseaux sociaux soient devenus vraiment la première source d'information au niveau mondial. De plus en plus de gens font confiance à Internet et aux réseaux sociaux pour s'informer, au détriment des médias traditionnels, au détriment des médias officiels, parce que aussi derrière, il y a aussi une crise de confiance manifeste entre les populations, le public et ces médias traditionnels et officiels là. Les raisons sont multiples et on ne va pas revenir en détail dessus, mais ça tient en fait au fait, par exemple, que pendant longtemps, ces médias étaient inféodés au pouvoir public, au pouvoir politique, ou que ces médias aient présenté de manière partisane des informations et que les gens s'en sont rendus compte, ou que les gens simplement en ont marre d'entendre les mêmes discours et souhaitent avoir des informations, des nouvelles alternatives. Donc, ce phénomène est réel et lutter contre cela demanderait, à mon avis, quand même qu'on change les mentalités, qu'on change les cultures informationnelles des gens. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Mais c'est pas impossible. Par contre, ce qui est possible, très simplement, c'est d'apprendre aux gens à réfléchir et à vérifier les informations avant de les partager. Il faut leur apprendre à discerner le vrai du faux et donc l'art de raisonner, l'art de mettre en doute une information, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'acquiert et il faut former les gens à ça. Il faut former les gens à sourcer des informations, à reconnaître les styles employés par les fake news, par les auteurs de fake news pour obtenir la viralité. Par exemple, quand quelqu'un reçoit une vidéo d'Obama en train de faire l'apologie de l'islamisme ou du terrorisme ou de l'intégrisme musulman, ou quand quelqu'un reçoit un montage photo disant que, par exemple, Trudeau serait le rejeton illégitime de Castro, cette nouvelle en elle-même est tellement énorme que la personne devrait commencer dès ce moment-là à en douter. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gens y croient. Pourquoi? Parce que pour eux, Internet, c'est miraculeux, les réseaux sociaux, c'est miraculeux, donc c'est forcément vrai. Il faut démystifier cela, il faut leur expliquer comment les choses fonctionnent. Donc, rendre la compréhension du fonctionnement de ces réseaux accessible à ces personnes afin que par elles-mêmes, elles commencent à se rendre compte que les fausses nouvelles qui circulent, c'est comme les rumeurs du quartier. Je lisais hier une publication sur Twitter d'une de mes amis qui disait qu'il n'y a pas de réseau d'information plus puissant que celui des mamans. Des groupes de discussion des mères sur Facebook, WhatsApp. Que si on veut arrêter les fake news, il vaut mieux empêcher les mamans et les papas d'être sur ces groupes de discussion-là. Oui, parce que elles se racontent tous leurs secrets, ainsi de suite, dans ces groupes de discussion, eh bien, quelque chose qui arrive dans ce groupe est forcément vrai. Quelque chose qui arrive via ces réseaux sociaux, qui arrive d'Internet est forcément vrai parce que même si elles ont été éduquées, même si elles ont été très loin à l'école, eh bien, elles ont vu arriver ces technologies comme un miracle. Et il faut démystifier cela. Et c'est pas une réalité propre à l'Afrique, c'est une réalité mondiale. C'est-à-dire que en Europe, en Asie, en Amérique, on a exactement le même problème. Les Américains, je vais employer des noms, le président Trump a été élu sur la base de fausses nouvelles. Il doit une partie de son électorat, des votes qu'il a obtenus, à sa capacité à instiller des fausses nouvelles dans l'opinion des gens. Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. On le voit avec la gestion du Covid-19 qui est faite aux États-Unis, où pendant longtemps, il a été dans le déni de la maladie et il a parler publiquement de ça et continuer à utiliser de fake news. Donc, c'est pas un phénomène qui est typiquement africain. Il faut pas penser qu'on est les seuls à avoir des problèmes, que c'est une réalité uniquement africaine. C'est une réalité mondiale que les gens ont tendance à croire tout ce qui arrive via Internet, qui est relayé via Internet, et ils pensent que ça ne peut pas être faux. Il faut leur apprendre à en douter, comme on doute de quelqu'un qui se présente à nous dans la rue et qui nous annonce que la Terre n'est pas ronde, mais elle serait plate. Si ça ne marche pas dans la vie réelle, c'est quasiment certain que ça ne marche pas dans la vie numérique. Je m'en arrêterai là. Ok, merci Franck. Est-ce que sur cette question de Christian, Mathias, tu veux faire un commentaire, un complément? Oui. Je vais rebondir sur les derniers propos de Franck. La Terre n'est pas ronde ni plate, elle est sphérique. Tout à fait.
Bon, au sujet de la question de Christian, c'est déjà ce qu'on fait, comme Franck l'a dit, hein, qui est dans le cadre de la sensibilisation. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens que excusez-moi le thème, mais il faut arrêter d'être bête en partageant toutes les infos qu'on reçoit. Il faut arrêter ça parce que c'est vrai, ça peut créer des incidents, des problèmes, mettre en danger des personnes, mais aujourd'hui, celui qui va partager cette information-là, on peut venir l'arrêter. Donc, il ne faudrait pas que, pour citer encore l'exemple tout à l'heure, la mémé qui partage une info dans un groupe qu'elle a reçu, il ne faudrait pas que la police républicaine débarque chez elle et puis l'embarque. Donc, il faut sensibiliser, mais également, je vais inviter tous ceux qui sont un peu plus avancés parce que l'outil informatique, c'est une prise en main progressive. De manière générale, l'informatique et l'Internet, pour beaucoup, c'est de la magie, c'est extraordinaire. Donc, ils vont petit à petit apprendre à le faire. Mais ceux qui sont déjà dans le bain, qui sont à l'aise, il faudrait lancer des initiatives. Comme dans ma présentation, j'ai parlé, j'ai fait la recherche au Bénin. Il y a une seule structure, il y a l'ONG ITRA Labs qui a fait un site où il partage des informations, il confirme avec des sources si c'est vrai ou c'est faux. Donc déjà, ça permettrait aux personnes qui sont dans nos pays, parce que les sites qu'on a cités, c'est plus des informations au niveau international ou qui concernent principalement leur pays. Mais si on dit par exemple, je ne sais pas moi, qu'un ministre est à l'hôpital sous Covid, je ne pense pas que ce soit AFP ou RFI qui va partager cette information en premier, mais c'est plutôt nous en local. Donc, il faudrait qu'il y ait des initiatives pour essayer de faire comme ces outils qu'on a pour confirmer aux gens, oui, cette information est vraie, voici les sources, non, cette information n'est pas vraie, voici les éléments de preuve. Et au-delà de ça, il faut continuer de faire la sensibilisation parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un bel outil, mais il y a certaines responsabilités qu'on doit avoir. Merci. Et Mathias, peut-être dans la même logique, je rebondis sur une question de Awanabi Idrissou qui, en fait, demande comment est-ce qu'on peut vérifier ou authentifier une vidéo en ligne. Et ça m'amène à poser aussi, parallèlement, une autre question. Vous savez, dans les groupes, que ce soit WhatsApp ou Telegram, il n'est pas rare qu'on ait des audios aussi qui circulent et qui, des fois, en les écoutant, il y avait beaucoup de recul. Tu dis tout à l'heure, il ne faut pas être vraiment bête parce qu'on ne croit pas à ce qui est dit dans l'audio ou on sait que c'est une fake news. Mais certaines personnes, bien entendu, pensent que l'information qui est envoyée avec cet audio et des fois qui est exprimée dans nos langues, elle est vraie. Mais comment est-ce que, en fait, pour les audios et les vidéos qui sont diffusés de cette façon, comment est-ce que en fait on peut s'en prémunir? Et pour ceux-là qui savent aller, il y a des outils qui ont été présentés tout à l'heure. Si moi je demande à ma grand-mère à Parakou, ok, voilà comment tu peux vérifier si l'information qui t'a été transférée dans un groupe, parce que certes, peut-être elle ne parle pas français, mais elle utilise WhatsApp parce qu'on lui envoie des audios dans sa langue. Mais comment est-ce qu'elle vérifie cela? En fait, quelle est la solution pour ce type de catégorie d'utilisateurs d'Internet? Oui, justement, tu rejoins un peu ce que j'ai dit dans mon intervention. En fait, les outils dont on a parlé jusqu'à présent, c'est des outils qui ne sont pas vraiment locaux. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau où on a des outils dans nos langues, des outils qui parlent des informations qui sont propres à nous, des outils qui nous permettent de vérifier si telle information locale est vraie ou pas. Donc, les utilisateurs lambda, on va dire, ne sont pas outillés pour faire ces éléments ou pour mettre en place ces outils.
les utilisateurs avancés ou les structures qui participent à l'écosystème de l'Internet qui pourraient être amenés à déployer ces outils-là. Donc, je note que notre responsabilité tous Et engagé, est effectivement. engagée et on doit contribuer à améliorer cela. Donc, il y a Michel. Si je peux intervenir très rapidement sur, Oui. Franck, sur oui. ce point-là spécifique. Je suis totalement d'accord avec ce que Mafiak a dit et ce que Yazid et ce que Ramon a dit, mais je vais au-delà. Je dis, la tante qui est au village, la grand-mère qui est au village, l'oncle, il est très ainsi de suite. S'il en arrive à utiliser WhatsApp, c'est que quelqu'un l'a aidé. Cette personne, pour lui, fait office de sachant, fait office de personne ressource. Et c'est à cette personne-là, à ces personnes à qui il s'adresse en cas de problème, en cas de doute sur les nouveaux outils. Parce que s'il en est arrivé à utiliser WhatsApp, c'est pas lui-même qui a été dans le store, qui a créé sa boîte mail. Effectivement. Voilà. Il s'est adressé à quelqu'un. C'est à cette personne-là de lui dire, fais attention, tout ce que tu reçois comme audio, vidéo, dans le cadre de cet outil-là, de l'activité que tu mènes sur cet outil-là, même si c'est pour vendre ton tas d'igname, envoyer un audio à un grossiste à Cotonou ou à Porto-Novo pour vendre ton tas d'igname et qui te renvoie un audio où on dit que, par exemple, on dit que le président de la République aurait détourné les dons chinois de masques ou ainsi de suite. Fais attention à cela parce que ne relais pas cela parce que tu peux venir t'arrêter, parce que quelqu'un peut porter plainte et on va venir te chercher chez toi et t'amener à la police. Il faut lui expliquer les risques qui sont liés à l'outil, lui dire que l'activité qui mène sur cet outil et les activités dans lesquelles il implique son entourage au travers de cet outil-là peuvent le conduire à devoir répondre devant la loi de désagréments que cela causerait à tiers. Et ça, les gens comprennent cela quand ils sont expliqués. Mais quand on leur installe un outil en disant c'est sûr, c'est sécurisé, personne ne sait ce que tu fais. Et de toute façon, ces entreprises sont aux États-Unis, ainsi de suite, on met les gens dans une situation d'insécurité irréelle qui n'est pas vraie. C'est vrai que les messages ne peuvent pas être tracés tant qu'ils sont sur les téléphones parce qu'il y a certains dispositifs de protection. Mais tous les téléphones ne sont pas sécurisés comme les nôtres. Ou comme ceux de ceux qui savent. Et même dans le cas où il serait sécurisé, en envoyant un message, on voit le numéro de la personne qui a envoyé le message à côté du message qui est arrivé. Et donc, si cette personne peut faire une capture d'écran, donc l'amener à être prudent et aussi lui apprendre à distinguer l'information, la vraie de la fausse, ou à s'adresser aux sachants ou à ces sachants pour leur demander est-ce que cette nouvelle que je viens de recevoir est vraie ou pas. Elle est vraie ou pas. Ouais. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité engagée à aider nos proches aussi à se méfier de cette fake news. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le travail, il est collectif. Oui, absolument. Okay. Et il y a Michel Chonang, nos amis du Cameroun. Merci d'être à ce spécial Momforce. Donc, Michel, j'active ton micro pour que tu poses ta question. Michel, oui, c'est à toi. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Ramanou. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement le chapitre Isor Benin pour l'initiative et bien évidemment les deux personnes ressources qui ont su partager avec nous ces informations qui sont franchement d'actualité. Vous avez spéculé sur pas mal de choses qui sont très importantes depuis tout à l'heure à partir du questionnement de Christian. Maintenant, je voudrais juste attirer notre attention sur le fait que les questions relatives aux réseaux sociaux ne s'adressent plus simplement aux personnes formées. Franck précise que si la maman au village utilise l'outil ou a pu ouvrir une boîte, une adresse email, c'est qu'il y a une personne qui l'avait montré. Il faut faire attention. La société africaine, c'est une solidarité. Parfois, la personne qui lui a montré comment on ouvre la boîte email était quelqu'un qui était de passage et elle s'est renseignée. Non, moi, je pense qu'à l'issue d'un événement, d'un séminaire comme celui-ci, nous devons aboutir à des recommandations. Moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique, nous sommes encore faibles au niveau de l'approche
sensibilisation sur cette question-là et ensuite des outils. Sensibilisation parce que nous, à notre niveau de séminaire, si nous-mêmes, il faut le dire, hein, même à notre niveau, nous avons des difficultés, nous éprouvons des difficultés à détecter des vraies nouvelles lorsque nous les recevons. Combien de fois pour des personnes que je peux qualifier, excusez-moi du terme d'analphabète du numérique, pour beaucoup, c'est un jeu. Moi, je voudrais penser que les CERT qui sont mises en place dans le cadre de la cybersécurité, on devait peut-être réfléchir pour voir comment ça peut être possible, ne serait-ce que dans les sous-régions. Si nous avons des outils locaux, ça nous éviterait de nous retrouver en train d'étudier les outils des autres. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'application de recherche avec les sites, les moteurs de recherche Google, Libération, etc. Mais je dois avouer que si nous cantonnons au contexte actuel du COVID-19, nous allons réaliser qu'il y a quand même, et ça c'est vrai, il y a une guerre d'information. Il y a une guerre d'information entre certaines, peut-être les officines, le politique, l'économie et l'Afrique, bien évidemment. Cette personne qui explique que l'information prodiguée par le réseau social est un fake news ne donne que des explications qui satisfont leur environnement politique. Et l'Afrique dans tout ça, nous n'avons absolument rien. Donc, moi, je pense que ces outils n'est pas encore, à mon avis, assez démocratique. Il faudrait que nous arrivions à mettre aussi nos outils pour être capables de vérifier que les informations données bénéficient effectivement des arguments au niveau local. Voilà ma modeste contribution par rapport à ce séminaire. Je voudrais vraiment vous remercier encore pour cette initiative. Ok, merci Michel. Et je retiens que il faudrait qu'en Afrique, qu'on travaille davantage et surtout encore de façon collective à apporter des solutions par rapport à notre contexte sur ces différentes problématiques liées à la présence en ligne. Et je crois que c'est aussi ça le rôle des chapitres dans différents pays et des différentes organisations qui travaillent autour du numérique. Dans le chat, il y a une question de Arthur qui demande est-ce qu'une fausse nouvelle en français n'est pas toujours une fake news? Donc, il veut connaître la différence entre fake news et rumeur. Et est-ce qu'il y a une différence entre fake news et intoxication? Oui, il y a une énorme différence entre fake news et fausses nouvelles. Je voudrais réinsister sur ce fait. C'est vrai que les lois et le législateur en Afrique a mis tout ensemble parce que démontrer l'intention manifeste de nuire peut ne pas servir certaines causes. Mais je voudrais réinsister sur ce point. Ce qui différencie la fake news de la fausse nouvelle, c'est que dans la fake news, il y a la connaissance que cette nouvelle n'est pas vraie. Et deuxièmement, l'intention manifeste de modifier, d'influencer l'opinion en la faveur ou dans la direction dans laquelle l'auteur le souhaite. Donc, on sait que l'information est mauvaise, on la publie, on la relaie en toute connaissance de cause, sachant l'influence qu'elle va avoir sur les lecteurs, l'auditoire. Et dans ce cas, on est dans la caractérisation de la fake news. On peut recevoir une nouvelle qui n'est pas vraie, mais de bonne foi. Et j'insiste, de bonne foi, on l'envoie aux proches. On vous prévient, par exemple, lors des derniers événements à Kadion, je pense que c'était l'année 2019, 2018. 2019. 2019. Ouais. Alors,
on reçoit une information comme quoi les gens seraient en train de brûler les restaurants. Et les restaurateurs de la Révive se parlent tous. Donc, ils reçoivent cette information, ils se disent, ah, attention, je préviens l'ensemble de mes collègues. Il relaie cette information à l'ensemble de ses collègues dans la Révive en disant, OK, fermez, baissez le rideau parce qu'ils sont en train de brûler les restaurants. Ils ont commencé à brûler les restaurants au niveau du Carrefour Bon Pasteur. Est-ce que dans ce cas, on est dans le cadre d'une fake news, même si la nouvelle n'était pas vraie? Non, parce que là, il n'avait pas une intention manifeste de nuire. La personne a reçu, il a voulu aider, il n'a pas cherché à vérifier. Par contre, s'il avait su que c'était une fausse nouvelle, s'il avait su que cette nouvelle n'était pas vraie et qu'il avait sciemment partagé pour pousser ses concurrents à fermer le rideau au bénéfice de son entreprise qui serait restée ouverte, la seule. Et donc, toute personne qui serait arrivée dans la Révive n'aurait vu que son restaurant ouvert. Dans ce cas, il y a fake news et dans ce cas, il devrait être puni par la loi. Mais le législateur n'a pas fait cette différence-là. En tout cas, pas dans le code du numérique. Le législateur dit il appartient à celui qui relaie la nouvelle ou qui l'envoie sur les réseaux de s'assurer que cette nouvelle est vraie. S'il ne s'en assure pas, s'il ne prend pas les dispositions, s'il ne mène pas les diligences nécessaires pour s'assurer que cette nouvelle est vraie avant de la relayer, alors il est autant responsable que l'auteur de cette information. Et je tiens à rappeler le cas du Cameroun qui n'est pas bon, qui n'est pas une jurisprudence à citer, mais qui quand même doit alarmer les gens sur les réseaux sociaux des peines qu'ils encourent. Il y a eu 2 élèves, je pense, qui ont été condamnés à la peine de 10 ans. Donc, il s'agissait de Afou Nivel Fort, un certain Gob et un certain Ivo Fé, qui ont écopé d'une peine de 10 ans pour non-dénonciation d'actes terroristes. En fait, ils ont partagé via SMS une blague sur un groupe islamiste nigérien, Boko Haram, qui ne cessait, qui commettait des attentats dans le nord du Cameroun. Mais c'était une simple blague pour eux. Mais à cause de cette blague-là, ils savaient pertinemment que c'était une blague. Ils l'ont partagé et certaines personnes en ont pris peur. Et quand ça s'est avéré que cette nouvelle est remontée au niveau des autorités, ils sont remontés la filière jusqu'à identifier ces étudiants-là comme étant les auteurs. Ils ont dit, vous avez partagé cette nouvelle, mais elle n'était pas satirique dans le contexte que nous vivons, parce qu'il y a des morts, ce groupe commet des attentats terroristes. Vous avez quand même partagé cette nouvelle. Vous n'avez pas essayé d'infirmer cette nouvelle après, eh bien, vous êtes punissable. Et donc, c'est ça la distinction entre fake news et fausse nouvelle. Fausse nouvelle, vous ne savez pas. Vous n'avez pas d'intention manifeste de nuire. Vous ne savez pas que la nouvelle est fausse. Fake news, vous savez que la nouvelle est fausse et vous partagez quand même, vous relayez quand même. Dans ce cas, vous êtes punissable par la loi. Mais je rappelle que les législations africaines particulièrement ne font pas cette distinction. Ok, merci Franck. Et donc, faisons attention à ce que nous partageons. Et il y a Agba Sangan qui pose la question de savoir est-ce qu'une fake news peut apparaître lors d'un journal télévisé? Ben oui, hein. Tout à fait. Il y a des cas célèbres dans lesquels des journalistes se sont fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la course à l'information et on veut être le premier à publier des choses, on veut être le premier à dire des choses et donc on affiche des choses, soit de façon intentionnelle. Dans ce cas, on est vraiment dans la caractérisation d'une fake news. Par exemple, un journaliste qui est aux ordres du pouvoir, qui fait passer une information tout à fait fausse, c'est une fake news, hein, mais bon, c'est vérité d'État. Dans ce cadre-là, il ne sera jamais inquiété parce qu'il a reçu des ordres pour diffuser cette nouvelle. Mais un journaliste qui est pressé de faire le buzz, qui est pressé d'avoir de l'audimat, qui reçoit une nouvelle, qui ne vérifie pas, qui ne source pas l'information correctement, comme dans le cas l'année dernière de du soi-disant décès du président Soglo, eh bien, il publie la nouvelle, mais contrairement aux citoyens, le journaliste, il peut faire amende honorable au journal et dire qu'il s'est trompé. La loi lui en donne la possibilité. Normalement. Ok. Et, donc, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis vous aurez la parole. Du coup, j'ai vu que Bakary Kouyaté. Donc, Bakary, je vais activer ton micro.
C'est à toi. Ok, bonsoir tout le monde. Je remercie beaucoup le chapitre pour cette initiative qui d'ailleurs doit vraiment être répliquée partout en cette période de pandémie coronavirus. Je dis aussi un grand bonsoir à Michel, mon mentor. Michel, bonsoir. J'ai juste une petite contribution que je voulais ajouter par rapport à ce que les uns et les autres ont dit. Ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le journalisme citoyen qui a pris naissance. C'est-à-dire chaque utilisateur est une source potentielle d'information. Et comme c'est-à-dire dans la vraie profession, les journalistes, chacun en soi veut avoir l'exclusivité. Et nous aussi, en tant que journalistes et citoyens, c'est les mêmes choses. C'est ça qui encourage un peu ou bien qui démontre un peu la course au partage. Généralement, on est trop pressé pour lire l'information, vérifier la source avant de partager. On trouve une information tout de suite, on le balance et on se met à les relayer parce qu'on veut être l'un des premiers qui a relayé telle ou telle information. Donc, il y a ce phénomène qui vraiment, pour le combattre, est très compliqué parce que ça va demander une éducation réelle à la citoyenneté numérique. C'est là où je vais un peu interpeller les différents chapitres ISOC, y compris celui du Mali, vraiment à faire un travail de sensibilisation sur le terrain par rapport aux utilisateurs concernant ces fake news et comment les combattre. Et par rapport même à l'utilisation de toutes ces informations venant des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ces fake news, ces fausses informations tuent beaucoup plus que le coronavirus. Ces informations sont beaucoup plus nuisibles que le coronavirus aujourd'hui. Donc, il est temps vraiment qu'on s'organise pour faire de nos mieux afin vraiment de combattre. Sinon, on aura deux fronts le coronavirus parce qu'il y aura le coronavirus lui-même et il y aura ces fake news qui vont tuer beaucoup d'autres personnes. Parce que souvent, on pense qu'on va sauver son parent en lui balançant une information qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux, disant par exemple que les feuilles de NEM peuvent être un remède contre le COVID-19. Mais en lui balançant cette information, on ne va pas le prévenir, on va le tuer. Parce que tout de suite, il va se mettre à s'intoxiquer avec ça et tout de suite, il va se retrouver avec d'autres types de pathologies qu'il n'en avait même pas en voulant juste se protéger du COVID-19 et suite à l'information, à la fausse information que vous lui avez balancée. Donc, c'était juste ces quelques petites contributions que je voulais faire ajouter aux présentations qui ont été déjà faites, que j'ai trouvées excellentes. Et je demanderai même au chapitre de partager ces différentes présentations. Merci. Ok, merci Bakary de ISOC Mali, et merci d'être là et de nous soutenir dans le cadre de ce Momfos en ligne. Et pour info, la session sera enregistrée et donc ça peut servir de socle pour d'autres chapitres ou d'autres personnes qui n'ont pas pu participer à cette session. Et comme je l'avais dit, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole. Il y a une question dans le chat de Elvis Boya. Donc, elle dit « Que faire quand on a la preuve qu'une information est vraie alors que le responsable de l'action dément publiquement l'information ?» Allô? Oui. Je vais tenter de répondre à cette question. Si l'auteur dénie sa responsabilité dans l'action qui a été posée et dit que c'est une fausse information, mais que vous avez la preuve qu'il ment, et je dis vous avez la preuve, c'est une preuve qui est présentable, qui a toutes les caractéristiques de la preuve attendue par la justice, hein, et qui a été obtenue avec des moyens légaux, parce qu'il ne faut pas présenter une preuve qui serait rejetée par un juge simplement parce qu'elle aurait été obtenue de façon illégale. Si vous avez une preuve qui est utilisable devant la justice, eh bien, allez vous asseoir et calmez-vous. Vous n'avez rien à craindre. Continuez, restez sur votre position et ne la changez pas. Par contre, si vous-même, vous n'êtes pas sûr de votre preuve,
Si vous n'êtes pas sûr de votre source, si vous avez des doutes, eh bien, dans ce cas, s'il vous offre la possibilité de vous rétracter, profitez-en. Parce que nos États, malheureusement, usent et abusent de cette disposition-là, du flou, enfin, de la non-précision du terme des informations, fausses informations, de sa caractérisation, ainsi de suite. Il y a un cas célèbre au Bénin, hein. Il y a un journaliste qui est en prison actuellement pour avoir rapporté les propos du procureur. Et le procureur a dit que ces éléments auraient été sortis de leur contexte et donc auraient causé chez lui une détresse émotionnelle. Je ne veux pas dire ce que je pense du fait qu'un procureur soit en détresse émotionnelle juste pour quelques propos rapportés. Bref. Ce journaliste est en prison jusqu'à l'heure actuelle, malgré le fait que toutes les preuves aient été apportées aujourd'hui sur l'exactitude du rapportage des propos qui a été effectué par ce journaliste-là. Et que même les minutes, la transcription des échanges, les minutes des débats, et ainsi de suite, aient été produits par l'ensemble des organisateurs, par les participants, et ainsi de suite, pour apporter du crédit aux affirmations du journaliste. Ce journaliste est en prison depuis des mois. Et son procès en appel a été heureusement programmé. Mais même s'il remporte l'appel et il sort de prison, il aura passé quand même des semaines entières loin de sa famille en prison. Et pourtant, il n'a pas eu tort, selon les éléments qui nous ont été présentés jusque-là. Donc, c'est pour vous donner un exemple clair et palpant de ce que la non-précision dans la définition des termes juridiques peut laisser comme champ libre à l'interprétation. Donc, même si vous avez la preuve, selon vous, que l'auteur de ces faits-là en est bien l'auteur, il faut vous assurer que cette preuve a les formes juridiques et se trouve dans les formes juridiques acceptables. Et ça ne se fait pas seul, à moins que vous n'ayez les connaissances juridiques qu'il faut. Il faut vous adresser à un spécialiste de justice qui vous aide à estimer si ces preuves en l'état sont recevables par une juridiction et peuvent être considérées effectivement comme étant des preuves. Voilà, donc c'est même dans ce cas-là, la prudence, vérifier que ce sont vraiment des preuves, pas des preuves à votre sens à vous. Si par exemple c'est le cas, si vous avez des enregistrements qui ont été obtenus de façon illégale, par exemple, c'est un enregistrement qui a été fait sans le consentement des personnes qui tenaient les propos, eh bien, devant la justice, c'est pas une preuve. Par exemple. Okay. Si ces enregistrements ont été effectués dans un domaine public, d'accord, où les gens étaient en public, dans ce cas, c'est une preuve. Mais si c'est des enregistrements tenus d'une conversation privée, tenus dans un lieu privé, ils ne peuvent pas être produits comme étant des preuves, par exemple. Donc, c'est des petites nuances. Et encore, tout dépend du pays dans lequel on se trouve, du système juridique. Ça peut très vite devenir un imbroglio. Donc, adressez-vous à des professionnels de la justice pour vous assister dans cette caractérisation-là avant d'aller à la confrontation avec l'auteur. Merci, Franck. Donc, évitons d'avoir le clic facile. Il y a Patrice Tossavi qui souhaiterait poser une question ou faire un commentaire. Patrice? Merci Ramon, merci à tout le monde. C'est une contribution. J'ai bien apprécié les deux présentations et les commentaires qui ont suivi les questions. Alors, je crois, et Franck vient de me marcher un peu sur les mots, je crois que le gros problème que nous avons dans l'espace africain, c'est les législations qui ont été mises en place par nos États et qui, à mon avis, font vraiment un abus sur le contrôle des informations sur Internet. Ceux qui ont créé Internet eux-mêmes, là, ils n'ont pas corsé, ils n'ont pas mélangé pour autant le contrôle qui est fait d'Internet. Mais je comprends également que c'est pour protéger les pouvoirs, hein, puisque nous observons dans les différents États, les États qui ont été cités, moi je ne veux pas en citer là, mais les États qui ont été cités pendant notre conversation là maintenant, on va se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, les gouvernants
les gouvernements en place entretiennent eux-mêmes des cellules de diffusion d'informations que je vais qualifier de cellules d'intoxication juste pour détourner l'auditoire de la vraie information. Malheureusement, comme c'est le pouvoir, personne ne peut aller dire c'est faux, personne ne peut aller les rester en justice et donc ça passe. Malheureusement, lorsque tu as la vraie information et que tu te retrouves en face de la mauvaise personne, même si c'est vrai, même si les gens détiennent les preuves avec toi, on va te sanctionner, on va te mettre en prison pour fake news. Malheureusement, il faut tenir compte de ce contexte-là. Et donc, je crois le travail qui est en train d'être fait, le travail de sensibilisation qui est en train d'être fait par le chapitre béninois de l'ISOC, devait s'élargir à un certain nombre d'acteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas sensibiliser tout le monde, mais il y a quand même des acteurs qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas si formellement les amis de l'association de blogueurs sont sur la conférence là actuellement. Je crois que c'est déjà une cellule qu'il faut prendre en compte parce qu'au moins on sait que c'est des gens qui sont d'une manière ou d'une autre beaucoup plus exposés. C'est vrai qu'il y a également les citoyens qui ont le clic facile, mais déjà ceux qui sont vraiment professionnels de blog, il faut également les prendre en compte dans de pareilles activités, les sensibiliser davantage. Nous, informaticiens, on est beaucoup plus aux aguets, mais ceux qui ne sont pas du domaine informatique, mais qui sont utilisateurs de l'Internet, ils sont également exposés. Donc, déjà, dès lors que la conférence est enregistrée, il faut trouver la formule de partager avec ces structures pour permettre de porter l'information assez loin. Et sur le forum, tout à l'heure, il y a des questions sur la différence entre fake news et fausses nouvelles. Quelqu'un demandait même qu'est-ce que fausse nouvelle veut dire en anglais, qu'est-ce que fake news veut dire en français. Malheureusement, il y a une petite différence quand même parce que si on va faire une traduction littérale, fausse ne veut pas dire fake. Fake intervient lorsque il y a l'intention de nuire derrière. Donc, quand il y a un objectif d'intoxication derrière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les citoyens qui sont auteurs des fake news. Des pouvoirs ou bien des structures formelles sont également responsables de ça. Et comme Franck le disait, les journalistes, lorsqu'ils en sont responsables, la loi leur permet, en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit dans tous les États, parce qu'il y a des États où, en tant que journaliste, quand tu tombes dans le panneau, on te dit c'est le code du numérique qu'on t'applique, au lieu de t'appliquer le code de la presse. Et donc, lorsque les journalistes, eux, ils se retrouvent en situation de fake news, ils peuvent se rattraper rapidement, présenter des excuses, s'ils se retrouvent dans un bon endroit. Mais les citoyens lambda, bon, tel que ça se passe dans certains États actuellement, tu as déjà posté ton information, on va te chercher tranquillement sur ton lit le matin, tu te retrouves en prison, pour combien de temps, Dieu seul sait. Voilà un peu ma contribution pour dire le sujet est d'actualité et il faut que ceux qui ont le rôle d'administrer des forums s'approprient davantage ces concepts pour ne pas se retrouver malheureusement complice involontaire ou auteur de diffusion de pareilles informations pour se retrouver en difficulté avec la justice. Voilà un peu ma contribution par rapport au sujet. Merci Patrice. Et effectivement, une fois encore, n'ayons pas le clic facile et prenons du recul par rapport à toutes ces infos qui nous envahissent à travers nos messageries, les réseaux sociaux. Et surtout, avant de diffuser une information, soyons certains qu'on est capable de l'assumer derrière. Avant de donner la parole à Bill Ferric, il y a une question dans le chat. Malheureusement, la personne, je ne vois pas son nom, c'est plutôt le nom de son appareil Techno C8. Donc, Mathias, je crois que c'est plus pour toi cette question. Les outils de vérification des fake news sont-ils fiables à 100%? Ah, effectivement. En informatique, comme on dit, il n'y a pas de garantie 100%. Il y a toujours, les outils, ce sont des œuvres humaines, donc il peut y avoir des bugs. Mais la plupart des outils qu'on a cités, ou les grands outils utilisés par le monde entier, vont donner des sources. Donc, il ne faut pas s'arrêter juste à la première lecture du titre. Il faut lire l'article, lire les références, les sources.
Donc, s'il y a un bug, on va dire, parce que vous avez vu dans la démonstration, ça a indiqué faux ou vrai. Mais on peut lire dans l'article et puis il y a peut-être eu un bug et c'était écrit vrai, mais en lisant l'article, on constate en fait que c'est faux. C'est vraiment des cas rares parce que la plupart de ces outils-là, il y a des journalistes qui les suivent. Donc, s'il y avait une erreur, ils constateraient cela rapidement. Et comme les prédécesseurs, Franck et Patrice, ont signalé, au moins les journalistes ont la possibilité de faire, disons, amende honorable en disant non, effectivement, l'information qu'on a diffusée était fausse. Et je présente ou j'expose mes regrets ou mes excuses pour le partage de cette fausse information-là. C'est vraiment rare, mais ça pourrait arriver effectivement, parce que ce sont des outils, c'est comme n'importe quelle application qui pourrait avoir des bugs. Merci. Okay. Merci, Mathias. Alors, Bill Ferric, je vais activer le micro. Donc, Bill Ferric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je remercie beaucoup Isaac pour ce chapitre vraiment super intéressant. En fait, je pense que le problème de fake news est tout d'abord un problème d'éducation. Parce que l'information qui se transmet ne se transmet pas forcément de manière numérique ou autre. Donc, il faudrait que, au fait, des organismes puissent organiser, au fait, comme on le fait déjà, des petits programmes de formation pour pouvoir aider, au fait, tout le monde à pouvoir savoir comment agir, comment faire telle chose et comment faire ceci. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, que ce soit les écoliers, les étudiants, les élèves et autres. Tous utilisent Internet. Pourquoi pas ne pas intégrer cela dans leur programme et aider tous ces individus-là ou bien toutes ces personnes-là à pouvoir savoir comment utiliser ou bien comment se prendre et s'y prendre avec une information sur la toile. Et là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important qu'on doit veiller à cela. Bon, et nous tous, en tant qu'informaticiens, devons veiller à ce que ceux qui ne sont pas puissent avoir l'information. Et, et je pense qu'avec cela, ça va beaucoup nous aider par rapport à cela. Par exemple, tout à l'heure, je crois que Michel a parlé de quelque chose, les lois du numérique. En fait, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Maintenant, il y a encore les lois de la presse. Bon, on ne connaît pas ça. Pourquoi pas ne pas aider les gens à pouvoir connaître? Donc, c'est un peu ce que j'avais à partager. Je remercie vraiment Isaac pour cette opportunité de pouvoir partager. Merci. Merci, Bill. Du coup, dans le chat, je vois Bemba Vassendou qui demande si on peut partager les outils. Les outils sont sur sur les supports qui ont été présentés tout à l'heure par les speakers. Donc, ça va être aussi en ligne sur la page isoc.bj/Momforce. Donc, vous aurez accès au support et aux différents outils qui ont été présentés tout au long de cette session. Donc, dans le chat, je ne vois plus d'autres questions et je ne vois plus de mains levées. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Nous avons encore 6 minutes avant de conclure cette session de Momforce. Alors, Mac Messan. Un instant, tant que j'active le micro. C'est bon? Mac Messan, tu nous entends? Non, son micro toujours pas activé.
J'ai entendu un c'est bon tout à l'heure. Ouais, j'ai cru entendre ça aussi. Et je crois que s'il voit son micro toujours coupé. Non, c'est moi qui demandais à Raman s'il arrivait à activer le micro. Ah, le micro n'est pas activé. Non, toujours pas. Mais il peut écrire sa question simplement. Soit tu nous envoies ta question dans le chat, on relaie ça. Marc est toujours présent. Bon. En attendant d'avoir Marc Messan, je vais donner quelques minutes à Fernando, qui est le responsable technique et de formation au niveau du bureau du chapitre Bénin de l'Internet Society. Donc, c'est lui qui coordonne cette activité, Momfos, qui est réalisée chaque mois. Donc, je vais lui laisser la parole brièvement pour qu'il parle de cette activité récurrente au niveau du chapitre. Fernando, si tu nous entends. Merci, Ramon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fernando Diossou, responsable technique de ISOC Bénin. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce nombre connecté. Au total, on avait 88 inscrits. On a 40 là. Merci beaucoup. Malfos, c'est une initiative du bureau de ISOC Bénin, le chapitre Bénin d'ISOC, qui vise à renforcer les capacités des membres grâce à des formations ponctuelles. Normalement, c'était des formations physiques que nous faisons au siège, mais avec la situation sanitaire actuelle, on a décidé de le délocaliser sur le web. D'où votre présence ici. Merci beaucoup. Donc, nous choisissons souvent des thèmes et nous invitons des gens qui s'y connaissent un peu dedans pour expliquer ou débattre de ce thème. Avant ceci, on avait eu d'autres thèmes comme comment est-ce qu'il faut s'engager à l'écosystème d'ISOC et autres écosystèmes qui sont rattachés à ISOC, comme FFF et le Forum de la gouvernance de l'Internet et autres structures. Pour ce, nous partageons un peu les expériences aussi d'autres aînés ou d'autres membres d'ISOC qui ont participé à d'autres formations d'ISOC globales ou d'autres chapitres et qui viennent partager des idées de ce qu'ils ont vécu ou bien de la formation qu'ils ont suivie à l'extérieur avec les autres pour voir un peu comment est-ce qu'ici on peut l'utiliser pour évoluer ou améliorer les choses. C'est un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a merci Fernando. Des choses que j'ai dit. Donc, si vous avez des questions par rapport à Momfos ou les prochaines planifications ou comment est-ce que c'est organisé, vous pouvez l'écrire dans le chat et Fernando apportera des éléments de réponse. Donc, je vois qu'il y a une autre question qui, en temps, est arrivée dans le chat de Bemba Vassendou. Ou plutôt avant ça, Marc Messan, donc qu'on n'a pas pu avoir. Je crois que Marc Messan, ton micro est activé maintenant. Tu peux peut-être poser ta question. Merci, je vois maintenant le micro allumé. D'accord. Ne pensez-vous pas que l'exclusivité et l'instabilité encouragent la diffusion de fake news? Donc, Marc demande, est-ce que l'exclusivité de la diffusion, l'instantanéité, est-ce que ça n'encourage pas la diffusion de la fake news chez les speakers? Ben oui, hein.
Internet a des caractéristiques, pas Internet, les réseaux sociaux ont des caractéristiques qui se sont affirmées au fur et à mesure de leur évolution et qui ont fait que beaucoup de gens les ont adoptés comme média principal de communication. Il y a même une branche de la communication et du marketing qui est dédiée aujourd'hui à l'utilisation des réseaux sociaux, à l'exploitation de ces réseaux sociaux pour faire du business. Donc, je pense qu'il ne faut pas accuser l'outil. Les réseaux sociaux ne sont qu'un outil. C'est l'usage qu'on en fait qui peut être incriminant ou pas. Nous avons besoin véritablement de développer, à mon sens, et vous me direz si cela vous convient ou pas, des réflexes de réserve vis-à-vis des nouvelles qui arrivent via les réseaux sociaux. Il n'y a pas de personnes qui soient immunisées. Hein. Je pense que Mathias sera d'accord avec moi. Moi, il y a 2 ou 3 ans, j'ai été le relais de fake news. Je l'affirme et ça m'a valu quand même une grande honte en plein séminaire parce que quelqu'un dans la salle connaissait la personne dont il s'agissait et a simplement été vérifié et ensuite m'a dit, mais qu'est-ce que vous racontez, Monsieur Kouyami? Je viens de joindre la personne. Il a dit que c'est pas vrai du tout. Donc, tout dépend de la personne qui vous présente l'information, de comment elle vient et des circonstances dans lesquelles vous la recevez. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser sa vigilance, jamais baisser la garde. Ces fausses nouvelles peuvent arriver de personnes qui sont de bonne foi. Ces fausses nouvelles peuvent arriver par d'autres canaux qu'Internet, par d'autres canaux que les réseaux sociaux, par d'autres canaux que la télé, la radio. Elles peuvent vous parvenir par le bouche à oreille et vous-même, vous prenez votre téléphone, vous saisissez la nouvelle que vous venez d'apprendre et vous la relayez. Donc, c'est pas un phénomène qui est propre, c'est pas un problème qui est propre à Internet et aux réseaux sociaux. C'est un phénomène qui est propre à la nature humaine d'avoir tendance à croire un certain nombre de choses, d'avoir tendance à écouter plutôt son cœur plutôt que sa raison. Quand on vous annonce qu'il y a un enfant qui est gravement malade, qui a une tumeur et que il faut partager la nouvelle parce que chaque retweet permettra de mobiliser de l'argent pour le soigner et que peut-être il y a une fondation qui versera $1 pour chaque retweet. On est de bonne foi et on veut rendre service en relayant parce qu'on se dit on participe à une chaîne et que si son retweet peut permettre de sauver cet enfant, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'il y a derrière et qu'il faudrait se poser, c'est comment cette fondation rentabilise le retweet? Comment cette fondation rentabilise le partage? Quel est le retour sur investissement d'une information qui ne mentionne pas cette fondation-là, qui ne fait pas la promotion des produits et services de cette fondation? Donc, ou quand on reçoit une information qui dit que on aura 50 gigas de données si on partage 200 fois cette information sur des réseaux sociaux, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que l'institution qui est censée nous offrir les 50 gigas là va faire pour contacter notre opérateur de téléphonie mobile pour activer les forfaits de 50 gigas. Voilà, c'est des questions de bon sens, c'est des attitudes de prudence qu'il faut avoir tous les jours. Et je reconnais que c'est pas facile et que ça demande un entraînement régulier, de recommencer cela régulièrement jusqu'à ce que ça devienne un vrai réflexe. Voilà. Merci, merci Franck. Une dernière question avant de clore ce moment force. Donc, c'est une question de Bemba Vassendou qui demande, pensez-vous qu'un jour, ces fake news puissent être éradiquées, donc de l'écosystème Internet, je pense? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi aussi?
Alors, je vais être rapidement terminé dessus, hein. Je pense que ce sera en même temps mon mot de fin. Il ne faut pas rêver, selon moi. On aura des fake news à tout bout de champ parce que ça arrange certaines personnes de manipuler les opinions, parce que ça sert certains intérêts et que les gens sont crédules. Si c'est pas sur Internet, si c'est pas sur les réseaux sociaux, ça passera pas une autre fois. Il ne faut pas oublier que dans l'art de la guerre, Sun Tzu, qui était un stratège chinois, a dit que les vraies victoires étaient celles, les victoires les plus, alors je le paraphrase. Il a dit que les plus grandes victoires sont celles qu'on remporte sans avoir affronté son ennemi. Et que dans cette matière, la désinformation était une arme de choix. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte il y a des millénaires, ça a été théorisé. Comment est-ce que, au lieu d'envoyer des soldats, il fallait mieux tromper son ennemi sur ses intentions pour l'induire en erreur. Et ça s'applique dans tous les domaines des activités possibles et imaginables. Et ça ne va pas s'arrêter à nous, ça va continuer après nous. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de mitiger le problème, c'est essayer de mitiger la question en apportant, quand on a les réponses, quand on a la bonne information, en apportant cette bonne information et en soutenant le débat avec ceux qui croient mordicus, qui viennent de recevoir parole d'évangile, parole divine, et que c'est vérité de fait et qu'il faut partager. J'ai fini. Ok, merci Franck. Mathias, par rapport à cette question, tu as un commentaire? Oui, je rejoins ce que Franck a dit, hein. Ça ne va pas s'arrêter parce que c'est dans l'intention de nuire et c'est bien avant Internet, ça existait, comme il a cité. Ça continuera à exister, ça passera par d'autres canaux, par d'autres médias qui vont apparaître. À moins qu'un jour, le monde entier soit, je ne sais pas comment on dit ça, tout bon, tout beau, mais ça va être difficile. Merci. Merci. Je crois que cette question, c'est un peu comme aussi demander qu'il n'y ait plus de cyberattaques et que tous les administrateurs système, tout ce qui gère les réseaux pourraient dormir tranquillement chaque nuit sans se poser de questions sur leur infrastructure le lendemain matin. Merci Mathias Humbo, président de Igbanet, et Franck Kouyami, ancien président du Forum pour la gouvernance de l'Internet au Bénin, et grand acteur engagé dans notre écosystème. Merci à tous qui avaient pris le temps de participer à cette session Manforce dédiée à l'identification des fake news pour ne pas être un relais. Je crois qu'on a abordé le sujet de loin en large, déjà de ce que c'est qu'une fake news, des différences entre fake news, fausses informations et les outils pour pouvoir vérifier les fake news et aussi comment protéger nos proches à ne pas aussi être un relais qui, si ces derniers ne peuvent pas aller faire les vérifications comme nous, comment les aider, comment les sensibiliser. Et en tant qu'organisation, communauté, il faudrait que nous ayons des actions fortes dans notre écosystème pour pouvoir continuer à sensibiliser et permettre de réduire, en tout cas, le nombre de personnes ne sachant pas identifier des fake news et qui ont le clic facile. Merci pour votre participation, une fois de plus, et surtout merci encore à Fernando qui a organisé ce spécial Manforce en ligne. C'est une première dans le cadre de cette activité. Et, autant que durera la crise, nous allons continuer à utiliser Internet pour les activités du chapitre. Pour information, les membres du chapitre qui sont actuellement connectés, le siège du chapitre est fermé depuis le mois dernier et à cause de la crise. Donc, vous avez la secrétaire exécutive du chapitre qui est également connectée, Rosemonde, et qui pourra répondre à vos questions si vous avez des besoins, etc. Mais le siège restera malheureusement fermé à cause de la crise. On ne va pas prendre des risques. Merci à tous. Prenez soin de vous et également de vos proches.
et j'espère que cette crise ne durera pas plus longtemps qu'on l'espère. Bonne fin de journée. Merci à tous.